Tom Cruise était autrefois l'enfant chéri d'Hollywood. Sourire parfait, visage parfait, vie parfaite. Mais dernièrement, quelque chose a changé. En février 2025, les fans sont stupéfaits. Dans une publicité du Super Bowl, son visage semble gonflé et étiré de façon anormale. Pourtant, quelques minutes auparavant, dans une bande-annonce de film, il avait l'air tout à fait normal. Un chirurgien plasticien a affirmé que l'utilisation excessive de produits de comblement avait remodelé sa mâchoire au point de la rendre méconnaissable. Puis en juillet, un animateur britannique a porté un coup brutal. Il a comparé le visage de Tom à de la pâte à modeler. Soudain, la question se pose, qu'est-il arrivé à l'homme que le monde entier adorait? Tom Cruise est né le 3 juillet 1962 à Syracuse, dans l'État de New York. Mais sa vie est loin d'être glamour. Son père Thomas Mapother était un ingénieur électricien au tempérament violent. Tom le qualifiera plus tard de marchand de chaos. La violence ne se limitait pas à des cris, elle était physique. Et la famille ne restait jamais longtemps au même endroit. À l'âge de 14 ans, Tom avait déjà fréquenté 15 écoles. Une année, il était au Canada, la suivante dans le Kentucky ou le New Jersey. Chaque fois qu'il se faisait un ami, il était obligé de partir. Ces bouleversements constants l'ont rendu anxieux et déstabilisé, mais ils lui ont aussi appris à s'adapter rapidement, une compétence qui lui servira plus tard à Hollywood. À l'âge de 7 ans, les enseignants ont remarqué qu'il ne savait pas lire correctement. Les tests ont révélé une dyslexie sévère. Pour Tom, les lettres ne restaient pas immobiles sur la page. Elles se déplaçaient et se brouillaient. Les enfants se moquèrent de lui et les enseignants s'impatientaient. Mais au lieu d'abandonner, Tom a développé une stratégie différente, il a appris en écoutant. Il a demandé à des gens de lui lire des scénarios à haute voix jusqu'à ce qu'il en mémorise chaque mot. Pas seulement son texte, mais celui de tout le monde. Ce qui était au départ une faiblesse est devenu sa force cachée. En 1974, alors que Tom avait 12 ans, sa mère, Mary Lee, a pris une décision audacieuse. Elle a quitté son mari violent, emmenant ses enfants avec presque rien. Mère célibataire sans argent, ni compétences professionnelles, elle a travaillé sans relâche. Serveuse femme de ménage parfois, 16 heures par jour, juste pour mettre de la nourriture sur la table. En la voyant se débattre, Tom s'est investi comme il le pouvait. Il tondait des pelouses, livrait des journaux, remettait chaque dollar qu'il gagnait. Ces années lui ont enseigné 2 leçons qui allaient façonner son avenir. Le travail acharné et la détermination à prendre sa vie en main. À 14 ans, Tom a brièvement poursuivi un rêve très différent. Il s'inscrit à un séminaire catholique dans l'Ohio, dans l'espoir de devenir prêtre. Il priait à l'aube, étudiait le latin et suivait une routine rigide. Mais un soir, avec quelques camarades de classe, il s'est faufilé dans la cave et a bu du vin de messe. Ils se sont fait prendre et Tom a été renvoyé. Plus tard, il a admis que cette expérience lui avait montré qu'il n'était pas fait pour suivre les règles, mais pour être performant. En 1978, sa vie se stabilise enfin. Sa mère se remarie avec Jack South, un homme gentil qui traite Tom avec respect. La famille déménage à Glen Ridge dans le New Jersey, où Tom trouve ses marques. Il rejoint l'équipe de lutte, mais une blessure au genou met fin à cette voie. C'est alors que le destin intervient. Son professeur d'art dramatique le pousse à auditionner pour la pièce de théâtre de l'école. Tom a décroché le rôle principal dans Guys and Dolls et un déclic s'est produit. Sur scène, il se sentait vivant. Il s'est mis à jouer, mémorisant chaque réplique et captivant le public. Bientôt, il remportait des prix de théâtre à l'école et découvrait sa véritable vocation. En 1980, juste avant d'obtenir son diplôme, Tom a pris une décision qui a terrifié sa famille. Il a abandonné ses études et s'est installé à New York pour se consacrer à plein temps au métier d'acteur. Avec seulement 500 $ et un sac de vêtements, il a vécu dans un appartement de Hell's Kitchen, infesté de rats se nourrissant de pizza à $1 et de nouilles instantanées.
Le loyer s'élevait à 230 $ et il a fait du buzzing pour s'en sortir, perdant 20 livres en 3 mois. Sa première audition, pour un feuilleton, s'est soldée par un refus. Le directeur de casting a déclaré qu'il était trop intense. Il s'est donc réinventé. Il abandonne son nom de naissance Thomas Mapoter IV et devient Tom Cruise, un nom qui sonne bien fort et inoubliable. En 1981, il obtient enfin sa chance, un minuscule rôle dans Endless Love. Quelques secondes à l'écran, mais c'est le début d'une carrière qui fera de lui l'une des plus grandes stars du monde. Il a mis le feu dans une scène, a été payé 500 $, et c'est tout. Mais quelque chose dans son énergie se démarque. Les gens l'ont remarqué. Le feu qu'il a allumé dans cette scène ne s'est pas limité à l'écran. C'était le début de quelque chose d'énorme. En 1983, il auditionne pour The Outsiders. Il essayait de jouer le rôle de Soda Pop, mais pendant l'audition, il s'est arrêté et a dit « Ça ne marche pas pour moi ». Tout le monde a été choqué, y compris Rob Lowe, mais ce moment a montré à quel point Tom était conscient de ses propres limites. Au lieu de se forcer, il a accepté un petit rôle, et ce petit rôle l'a aidé à se démarquer encore plus. La même année, Risky Business sort sur les écrans. Réalisé avec un petit budget de 6,2 millions de $, il a rapporté plus de 63 millions de $. La célèbre danse du slip fait de lui une star. Les critiques ont adoré, et Tom a été nommé pour la première fois aux Golden Globes. La même année, il fait tous les bons coups filmés dans le froid de la Pennsylvanie. Les conditions climatiques difficiles l'ont poussé dans ses derniers retranchements, mais il ne s'est pas plaint. Il s'est donné à fond dans ce rôle, montrant qu'il était prêt à souffrir pour être authentique. Cet état d'esprit le rendra plus tard célèbre pour avoir réalisé ses propres cascades. En 1985, il joue dans Legend, réalisé par Ridley Scott. Le processus de maquillage était intense. Bien que Tom n'ait pas porté de prothèses lourdes, il a travaillé en étroite collaboration avec une équipe chargée de la plus grande opération de maquillage de l'époque. Son partenaire Tim Curry a un jour arraché ses propres prothèses par frustration, se blessant ainsi. Tom a ainsi appris à quel point les grosses productions pouvaient être exigeantes, et il était prêt pour cela. Puis vint La couleur de l'argent en 1986, où Tom travailla aux côtés de Paul Newman et du sous-réalisateur Martin Scorsese. Tom a joué le rôle d'un jeune arnaqueur et s'est entraîné dur pour que son rôle ait l'air réel. Newman a remporté un Oscar, mais Cruise a prouvé qu'il pouvait tenir son rang aux côtés de Legends. La même année, Top Gun explose. Tom a volé dans de vrais F-14 atteignant des vitesses de 800 mm. Il a eu des trous de mémoire à cause des forces G. Il a effectué plus de 40 heures de vol. Il a effectué plus de 40 heures de vol et la marine a même changé ses règles pour lui. Le film a rapporté 356 millions de $ et a fait de Tom Cruise une star mondiale. Il devient l'acteur de moins de 25 ans le mieux payé avec 2 millions de $ par film. En 1988, il a joué dans Cocktail qui a rapporté 171 millions de $. Tom a appris de vraies astuces de barman, s'est entraîné pendant des mois et a cassé 47 bouteilles au cours de sa formation. La même année, Rain Man sort sur les écrans. Tom a improvisé une scène clé après avoir découvert que son vrai père l'avait abandonné à l'âge de 12 ans. Dustin Hoffman a été stupéfait par son jeu et le film a remporté 4 Oscars. Tom a accepté un accord qui lui donnait une part des bénéfices. Il a fini par gagner 15 millions de $. En 1989, Tom s'est lancé dans Born on the 4th of July. Il a vécu dans un fauteuil roulant pendant des mois, a perdu 35 livres et a rencontré des dizaines de vétérans du Vietnam pour comprendre leur douleur. Il s'est même coupé la main pendant le tournage et a continué à jouer avec du vrai sang. Il a donné 3 millions de $ de son salaire à des associations d'anciens combattants. La même année, il ouvre sa propre société de production avec Paula Wagner. Il investit 2 millions de $ et commence à produire Days of Thunder. Il réécrit les scénarios, choisit les acteurs et privilégie les effets pratiques, allant jusqu'à dépenser des millions pour filmer de véritables accidents de NASCAR.
En l'espace d'un an, sa société a conclu des contrats d'une valeur de 50 millions de dollars avec des studios. Mais Born on the 4th of July a également suscité des réactions négatives. De nombreux vétérans ont protesté contre le film contrarié par le fait que Cruise n'ait jamais servi. Certains ont même lancé des objets sur le plateau. Cruise a reçu des menaces de mort. La tension était forte, mais il est resté engagé. Le film a rapporté 161 millions de dollars et a modifié l'image des vétérans du Vietnam. Cruise a ensuite créé un fonds de bourse d'études d'une valeur de 500 $ pour les vétérans handicapés. Tom Cruise ne s'est pas contenté de faire semblant d'être un pilote de course dans Jour de tonnerre. Il l'est devenu. Pendant le tournage en 1990, il s'est entraîné avec de vrais pilotes de NASCAR, a pris le volant lui-même et a couru à plus de 180 miles à l'heure. Dans une scène, il avait collé des cartons sur le pare-brise pour se souvenir de son texte, ce qui lui a valu un accident de voiture. Il s'est efforcé d'apprendre à conduire des stock cars de 700 chevaux sur des circuits célèbres comme Daytona et Charlotte. La même année, il rencontre Nicole Kidman sur le plateau de tournage. Elle joue le rôle d'un médecin dans le film. Ils sont tombés amoureux pendant le tournage et se sont mariés la veille de Noël, 1990, quelques mois seulement après la fin du tournage. Dans A Few Good Men, 2 ans plus tard, Cruise joue le rôle d'un avocat militaire. La scène du tribunal où Jack Nicholson s'écrie « Vous ne pouvez pas supporter la vérité » n'a pas été facile à capturer. Le réalisateur l'a filmé 95 fois. Cruise a dû répéter les mêmes questions intenses encore et encore, comme « Avez-vous commandé le code rouge ?» jusqu'à ce que tout semble réel. Le film a connu un énorme succès, rapportant plus de 236 millions de dollars. Cette scène est devenue légendaire. Lors de la sortie d'Entretien avec un vampire en 1994, les gens ont été choqués que Cruise joue le rôle de Lestat. L'auteur du livre a d'abord détesté l'idée et a même déclaré qu'il ne pourrait jamais être son Lestat, mais Cruise ne s'est pas retenu. Il a travaillé pendant des mois pour se déplacer comme un prédateur et a même mordu des rats vivants pendant le tournage. Ils ont également utilisé des rats mécaniques avec des tubes cachés pour que cela ait l'air réel. Le film a été tourné en grande partie de nuit et Cruise a porté un maquillage et des costumes lourds pendant de longues heures. Finalement, l'auteur a changé d'avis et a déclaré que Cruise avait donné une performance puissante et courageuse. En 1996, Cruise a changé à jamais les films d'action avec Mission Impossible. Il a refusé de simuler les cascades. Dans l'une des scènes les plus folles, il était suspendu au flanc d'un train qui traversait le tunnel sous la Manche à une vitesse de 70 miles à l'heure. Il y était vraiment. Pas de doublure, pas d'artifice. Il s'est également suspendu à des câbles pour la célèbre scène de la chambre forte et a tout fait en une seule prise qui a duré plus de 6 minutes. Le film a coûté 80 millions de dollars, mais la majeure partie de cette somme a été consacrée aux cascades réelles et non aux effets numériques. La même année, il a montré un autre visage dans Jerry Maguire. Il remporte le Golden Globe du meilleur acteur au début de l'année, 1997. La fameuse réplique « Show me the money » n'était même pas dans le scénario comme ça. Cruise a eu l'idée de le crier encore et encore, et c'est devenu une phrase d'accroche dans toute l'Amérique. De la fin 1996 à la mi-1998, Cruise a passé 15 mois d'affilée à tourner Eyes Wide Shut avec le réalisateur Stanley Kubrick. Ce tournage est devenu le plus long de l'histoire du cinéma. Kubrick leur a demandé de filmer une simple scène 95 fois. Cruise était tellement stressé qu'il a développé un ulcère, mais il ne l'a dit à personne, car il ne voulait pas ralentir les choses. Le film a poussé Cruise et Nicole Kidman à bout, car ils ont filmé des scènes très émotionnelles. 6 jours seulement après la fin du tournage, Kubrick meurt. Le film est devenu son dernier adieu au monde. En 2000, Cruise va encore plus loin dans Mission Impossible. Il fait de l'escalade sur une falaise de 2000 pieds de haut dans l'Utah. Au cours d'une partie, il a sauté de 15 pieds de haut sur un rocher dur, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ait l'air d'aller bien. Un hélicoptère s'est approché si près de lui
que les pales ont failli lui toucher la tête. L'équipe a dû interrompre le tournage à certains moments en raison de vents violents, mais Cruise a insisté pour que la scène soit maintenue. En 2000, un Cruise est entré dans un monde étrange avec Vanilla Sky. Il s'agit d'un remake d'un film espagnol et il appelle le réalisateur Cameron Crowe pour lui dire de le regarder. Il a même demandé à Penelope Cruz de jouer le même rôle que dans le film original. Cruz portait des prothèses faciales pour les scènes après l'accident de voiture de son personnage. Le film a rapporté plus de 200 millions de dollars et a lentement acquis un statut de culte même s'il n'a pas plu à tout le monde au début. Pour Le Dernier Samouraï, en 2003, Cruz s'est entraîné pendant près de 2 ans. Il a appris le maniement du sabre, la langue japonaise et les arts martiaux. Il a travaillé en étroite collaboration avec un maître de sabre et a réalisé lui-même la plupart des scènes de combat à cheval. L'histoire est inspirée d'un véritable officier français qui a combattu avec les samouraïs dans les années 1800. Le film est devenu le 6e plus gros succès de l'année 2003 avec 456 millions d'euros. Cruise a même été nommé pour un Golden Globe dans Collateral. 2004, Cruise incarne un tueur froid et calme nommé Vincent. Il avait les cheveux argentés et portait un costume gris ne ressemblant en rien au Cruise habituel. Tout le film se déroule en une nuit alors qu'il force un chauffeur de taxi à le conduire dans Los Angeles. Cruise est devenu quelqu'un de terrifiant et sans émotion et les gens ont été choqués de voir à quel point son apparence et son comportement étaient différents. En 2005, La Guerre des mondes a vu Cruise incarner un père de famille, tentant de sauver ses enfants lors d'une invasion extraterrestre. Ils ont acheté un véritable Boeing 747 et l'ont transformé en épave pour l'une des scènes. Le tournage s'est déroulé dans 5 États et a duré 73 jours. Spielberg a déclaré qu'il s'agissait de son plus long tournage depuis plus de 10 ans. Cruise a même demandé à Spielberg de mettre en pause un autre film pour qu'il puisse faire celui-ci en premier. Dans Tonnerre sous les tropiques, en 2008, Cruise a complètement surpris tout le monde. Personne ne savait qu'il jouait dans ce film. Il jouait un cadre de cinéma bruyant, chauve et corpulent et dansait comme un fou. Le personnage est une idée personnelle de Cruise. Il a demandé à avoir de grosses mains et à danser. Le studio ne l'a même pas mis dans les bandes annonces, et quand les gens ont vu que c'était lui, ils n'en revenaient pas. Cela montre que Cruise n'a pas peur d'avoir l'air ridicule ou de prendre des risques. En 2011, Cruise a escaladé le Burj Khalifa dans Mission Impossible, Protocole Fantôme. Il est resté suspendu à plus de 2000 pieds au-dessus du sol. Ils ont dû percer des trous dans le bâtiment et briser des fenêtres pour installer le matériel de sécurité. Son harnais était si serré que ses jambes s'engourdissaient. Les hélicoptères ne disposaient que de 30 minutes pour filmer en raison des règles de vol et ils ont utilisé des caméras IMAX spéciales. Il a refusé une doublure comme toujours. Dans Jack Reacher, 2012, Cruise a réalisé toutes les scènes de poursuite en voiture dans les vraies rues de Pittsburgh. Il a appris le combat à main nue et s'est entraîné pendant des mois. La sortie du film a été retardée après la fusillade de Sandy Hook parce qu'il commençait par une attaque de sniper. Mais lorsqu'il est finalement sorti en décembre 2012, l'enquêteur militaire grinçant incarné par Cruise semblait cru et réel. Puis est venue la cascade de vol la plus dangereuse en 2015 pour Rogue Nation. Cruise s'est accroché à un véritable Airbus A400M au moment du décollage. Il a été frappé par des forces de 5G alors qu'il se trouvait à 5000 pieds dans les airs. L'équipage n'a eu que 48 heures pour y parvenir et l'avion a dû décoller 8 fois. Cruise a couru sur l'aile et s'est accroché à des panneaux conçus pour les parachutistes. Il n'a porté pratiquement aucun équipement de protection pour que cela ait l'air réel. En 2017, Cruise a filmé un crash d'avion en apesanteur pour La Momie. Il a volé dans un avion spécial qui est monté à 25 000 pieds et a ensuite chuté pour créer l'apesanteur. Tout a été filmé pratiquement sans images de synthèse. Cruise et l'équipe ont dû effectuer plusieurs vols et à chaque fois, ils n'ont eu que quelques minutes d'apesanteur pour bien faire les choses. Il s'agit de l'une des scènes les plus difficiles jamais filmées dans les airs.
En 2018, lors du tournage de Mission Impossible Fallout Cruise, s'est cassé la cheville en sautant entre les toits de Londres. Il a tout de même terminé la scène. On le voit même boiter. Le tournage s'est interrompu pendant 6 mois pour qu'il puisse guérir, mais il est revenu et a fait encore plus de cascades. Pendant la pause, ils ont filmé des scènes où il pouvait s'asseoir et reposer sa cheville. Son dévouement a permis de transformer une blessure réelle en un élément de l'histoire. Enfin, en 2022, Top Gun Maverick est devenu le plus grand succès de la vie de Cruise. Il a piloté de vrais avions de chasse F-18 après avoir suivi un entraînement intensif. Il a fait subir la même chose à tous les jeunes acteurs. Ils ont utilisé des caméras IMAX personnalisées à l'intérieur des cockpits. Cruise a refusé toutes les offres de diffusion en continu pendant la pandémie parce qu'il voulait que le film soit diffusé dans les salles de cinéma. Retardé de 3 ans, il a rapporté près de 1,5 milliard de dollars et est devenu le 2e film le plus rentable de l'année. 2022 prouvant ainsi que même après toutes ces années, Tom Cruise était toujours prêt à faire les choses difficiles pour de vrai. Tom Cruise n'avait que 24 ans lorsqu'il a épousé Mimi Rogers en 1987. Elle était déjà actrice et scientologue. C'est par son intermédiaire que Tom a été initié à la religion qui allait façonner presque tout son avenir. Au début, leur relation semblait solide, mais derrière les portes closes, les choses ne fonctionnaient pas. Des rumeurs circulaient sur le fait que Tom ne pouvait pas avoir d'enfant. En 1993, Mimi a plaisanté à ce sujet dans une interview de Playboy, laissant entendre qu'il envisageait de devenir moine. Ce commentaire a laissé les gens perplexes. Leur mariage s'est terminé en 1990. Mimi a dit plus tard que c'était parce que Tom était obsédé par le travail. Dans la vie, il se concentrait sur 2 mots, la carrière d'abord. Il ne savait pas comment ralentir, et cette obsession les a séparés. Elle a également mentionné que son implication croissante dans la scientologie avait créé un mur entre eux. Juste après, Tom a rencontré Nicole Kidman lors du tournage de Jours de tonnerre. Ils se sont mariés en 1990, et tout le monde pensait qu'ils formaient un couple parfait, mais ils cachaient une douleur que le monde ne voyait pas. Nicole a fait sa première fausse couche à l'âge de 23 ans. La grossesse était extra-utérine, c'est-à-dire que le bébé se développait au mauvais endroit à l'intérieur de la mère. Elle a déclaré plus tard que le chagrin causé par cette perte était quelque chose dont personne ne parle assez. Par la suite, ils ont adopté 2 enfants, Isabella et Connor. Mais en mars 2001, juste après que Tom ait demandé le divorce, Nicole a fait une 2e fausse couche. Elle était enceinte de 3 mois. Il s'agissait d'un chagrin d'amour privé qui se produisait en même temps qu'une rupture publique. La perte, le divorce et le silence autour de tout cela ont rendu la situation encore plus pesante. Après la séparation, Tom a commencé à fréquenter Penelope Cruz. Elle était sa covedette dans Vanilla Sky et s'est restée avec lui pendant 3 ans. Elle a même commencé à étudier la scientologie pour se rapprocher de lui. Mais cela n'a pas fonctionné. Penelope suivait le bouddhisme et ne voulait pas l'abandonner. Les dirigeants de la scientologie, en particulier David Miscavige, ne l'approuvent pas. Un ancien membre a déclaré qu'il ne s'agissait pas seulement d'aimer Tom, mais qu'il fallait aussi obéir à l'Église. Après leur rupture, en 2004, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la scientologie avait lancé des auditions pour trouver une nouvelle épouse à Tom. L'Église l'a démenti, mais l'idée est restée dans les esprits. Puis vint Katie Holmes. En 2005, Tom a sauté sur le canapé d'Oprah en criant qu'il l'aimait. C'était sauvage mais romantique. Ils se sont mariés dans un château italien en 2006, l'année même de la naissance de leur fille Suri. Katie avait l'habitude de dire qu'épouser Tom était son rêve devenu réalité. Elle l'appelait l'homme de ses rêves. Mais en 2012, le rêve s'est transformé en peur. Katie a demandé le divorce et la garde complète de Suri. Tom a été complètement choqué. Il n'a rien vu venir. Ils ont réglé les choses rapidement sans faire de bruit. L'objectif de Katie était d'éloigner Suri de la scientologie. C'est devenu la ligne de démarcation qu'aucune des 2 parties ne pouvait franchir. Ils se sont mis d'accord pour respecter leurs croyances respectives, mais le mal était déjà fait.
Depuis, Tom n'a pas été vu avec Suri. La dernière fois qu'il l'a vue en public, c'était à Disneyland en 2012, elle n'avait que 6 ans. Plus d'une décennie s'est écoulée. En 2024, elle a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, mais Tom n'est pas venu. Le même jour, il a été vu en train d'assister à un concert de Taylor Swift à Londres. Les gens n'en revenaient pas. D'anciens scientologues ont expliqué que cela était dû à la règle de déconnexion de l'Église. Si quelqu'un quitte la religion, il faut couper les ponts avec lui. Katie avait protégé Suri de l'Église, et Tom avait préféré ses convictions à son rôle de père. Aujourd'hui, Suri a 18 ans et peut décider pour elle-même. Mais après toutes ces années, leur lien semble brisé. En 2005, Tom a également provoqué une tempête médiatique en critiquant Brooke Shields pour avoir pris des antidépresseurs après avoir accouché. Il a déclaré qu'il n'existait pas de déséquilibre chimique et a reproché à Brooke Shields d'utiliser des médicaments. Il a déclaré que les gens devraient simplement prendre des vitamines et faire de l'exercice. Brooke a répliqué en publiant un article percutant dans le New York Times. Elle a déclaré qu'il devrait s'en tenir à sauver le monde des extraterrestres et laisser la santé mentale aux professionnels. Elle lui a clairement fait comprendre qu'il n'avait aucune idée de ce qu'était la dépression post-partum. Plus tard, Tom s'est excusé, mais Brooke a dit que ce n'était pas de bonnes excuses. C'était juste le mieux qu'il pouvait faire. Le lien profond de Tom avec la scientologie a commencé en 1986, lorsque Mimi Rogers l'a initié à la scientologie. Au début, il a gardé le secret. Mais en 1990, après une fuite dans la presse, il a tout avoué lors d'une interview avec Barbara Walters en 1992. Il a déclaré que l'Église l'avait aidé à surmonter sa dyslexie. Au fil du temps, il est devenu l'une des plus grandes stars de la scientologie. Il s'est rapproché de David Miscavige, qui faisait partie de sa vie depuis la fin des années 1980. Mais lorsqu'il a appris que l'Église révélerait des secrets sur un souverain extraterrestre nommé Xenu, Tom a brièvement pris ses distances. Il tournait Eyes Wide Shut en 1999 lorsque Marty Rathbone a été envoyé pour le ramener au bercail. En 2008, une vidéo a été diffusée en ligne dans laquelle Tom parlait de la scientologie d'une manière qui a choqué même ses fans. Il a déclaré que les scientologues étaient les seuls à pouvoir aider lors d'un accident de voiture, qu'ils étaient les seuls vrais experts de l'esprit. L'Église a tenté de retirer la vidéo, mais elle s'est rapidement répandue et des millions de personnes l'ont vue. La façon dont il parlait semblait intense et étrange. De nombreuses personnes ont déclaré qu'elles n'avaient plus l'impression d'avoir affaire au vrai Tom. En 2015, le documentaire Going Clear de la chaîne HBO a rendu les choses encore plus intenses. D'anciens scientologues de haut rang se sont exprimés. Ils ont déclaré que l'Église aidait Tom à trouver des femmes avec qui sortir. L'un d'eux affirmait que Nicole Kidman avait été mise sur écoute après avoir été qualifiée de fauteur de troubles. Un autre a décrit les actions de l'Église comme de la traite des blanches lorsqu'il s'agissait de trouver un partenaire à Tom. Ils ont également déclaré que Nicole Kidman avait tenu Tom à l'écart de la scientologie pendant des années, ce qui a poussé l'Église à l'espionner par l'intermédiaire de l'un de ses propres employés. Ces histoires dressent un tableau très sombre de la situation. En 2001, les choses sont devenues encore plus personnelles lorsqu'une star masculine de films pour adultes a prétendu avoir eu une liaison avec Tom et que cela avait causé le divorce de Tom et de Nicole. Tom l'a poursuivi en justice pour 100 millions de dollars. L'homme a admis qu'il avait menti, et Tom a obtenu un jugement de 10 millions de dollars. Ce n'était pas la première fois que Tom devait lutter contre de fausses rumeurs sur sa sexualité. Il avait déjà poursuivi un éditeur pour une autre histoire similaire et avait également gagné ce procès. À peu près à la même époque, un ancien cadre de l'Église a révélé quelque chose de troublant. De juillet à novembre 2001, les confessions privées de Tom lors des séances d'audit ont été secrètement enregistrées sur vidéo. L'Église prétendait que c'était pour vérifier la qualité des séances, mais chaque mot était envoyé directement à David Miscavige. Ils ont même attendu que le divorce de Tom et de Nicole soit prononcé avant de s'impliquer à nouveau.
ce qui aurait dû être une thérapie privée, a été secrètement surveillé. Cette trahison est venue s'ajouter aux préoccupations croissantes concernant la manière dont l'Église traitait même ses membres les plus célèbres. Fin 2023, un autre ancien cadre de la scientologie, Mitch Brisker, fait les gros titres. Il a déclaré que Tom Cruise était la principale victime de l'Église. Il a affirmé que Miscavige contrôlait tout même le savon utilisé sur leur bateau de croisière. Brisker a dit que Tom n'était pas libre. Il était complètement sous contrôle. Leah Remini, qui a quitté l'Église en 2013, a déclaré que toute personne qui critiquait Tom à l'intérieur de l'Église était sévèrement punie. D'autres l'ont soutenu. Pourtant, l'Église nie tout en bloc et affirme que tous ces gens mentent. En février 2025, quelque chose d'autre a commencé à troubler les fans. Tom est apparu dans une publicité du Super Bowl et les gens ont remarqué que son visage semblait gonflé alors que 10 minutes plus tôt, une bande-annonce de Mission Impossible le montrait dans un état normal. Un chirurgien plasticien a expliqué qu'il semblait que trop de produits de comblement avaient modifié la forme de son visage. La ligne de sa mâchoire, autrefois nette, était désormais molle. Mais le médecin a déclaré que ce type de gonflement et d'étirement de la peau était généralement dû à une injection trop importante de produits de comblement. En mai 2025, Tom a expliqué à quel point il mettait son corps à rude épreuve pour les cascades de Mission Impossible. Il a déclaré au magazine People qu'il mangeait près d'une douzaine d'œufs chaque matin, ainsi que du bacon, des saucisses, du pain grillé et du café juste pour alimenter son corps. Selon lui, voler sur le toit d'un biplan à une vitesse de 120 miles par heure brûle beaucoup de calories. C'était 3 fois plus rapide que les premiers avions à ailes. Il avait besoin de protéines et d'énergie pour rester en vie là-haut. En juillet 2025, l'animateur britannique Jonathan Ross a tenu des propos brutaux. Dans son podcast, il a comparé le visage de Tom à de la pâte à modeler. Il a déclaré que Tom était autrefois un homme naturellement beau, mais qu'il avait désormais l'air faux. Il ne l'a pas traité de laide, mais a dit qu'il ne se ressemblait plus. Les fans étaient d'accord, et l'Internet s'est enflammé de réactions. Plus tard, dans le courant du mois d'août, Tom s'est enfin ouvert. Lors d'une interview, il a déclaré que les cascades en avion avaient failli lui briser le dos. Dans une scène, il a dû se suspendre à une ceinture de sécurité alors que l'avion se retournait. La pression lui a brisé les articulations des doigts. Ses mains sont enflées. La douleur était réelle. Son directeur confirme que Tom a beaucoup souffert. Ils ont même dû refaire des prises de vue en Afrique en raison des conditions météorologiques. Les blessures et les gonflements peuvent expliquer certains changements dans son apparence, mais pour de nombreux